Dans seulement quelques semaines ou quelques jours, le système financier mondial pourrait s'effondrer. Il s'agit d'un crime savamment orchestré. Voici pourquoi et comment. La finance états-unienne est actuellement frappée par ce qu'on appelle un credit crunch, c'est-à-dire que les banques privées manquent de fric, d'argent pour fonctionner au quotidien. Et la Banque centrale américaine, la Fed, est obligée d'intervenir en injectant des dizaines de milliards de dollars par jour juste pour éviter que le système ne gèle. La dernière fois qu'on avait vu un truc pareil, c'était dans les quelques semaines qui avaient précédé le krach boursier de 2008 et dont les répercussions se sentent encore aujourd'hui. Le credit crunch la dernière fois avait commencé le 1er septembre et le krach avait eu lieu le 16 septembre. Cette année, le credit crunch a commencé le 17 septembre. On est le 27 septembre et le problème n'est absolument pas résolu. Je vais parler à la fin de cette vidéo de ce qui va nous arriver, probablement. Mais je pense qu'avant ça, il faut expliquer comment on en est arrivé là. Revenons sur un fait d'actualité financière récent que vous n'avez certainement pas vu parce que la mort de Jacques Chirac était considérée plus importante que la faillite de notre système bancaire mondial. Mardi 17 septembre, la Fed, la banque centrale américaine qui gère la quantité de monnaie disponible sur les marchés, a injecté en catastrophe 75 milliards de dollars sur le marché financier pour essayer de fluidifier les échanges sur le marché interbancaire, pour essayer de répondre à un problème qui était un manque de liquidité, c'est-à-dire de fric disponible pour faire les transactions. Alors elle a prétexté que c'était totalement exceptionnel, que ça ne se reproduirait plus. Sauf que ça n'a pas du tout suffi. Toute cette semaine, la Fed a injecté 75 milliards de dollars par jour pour essayer de résoudre une crise qui ne se résout pas. La dernière fois qu'un problème comme ça s'était présenté, la Fed avait dû mettre 700 milliards de dollars pour essayer d'éviter une panique et un effondrement bancaire total. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? La JP Morgan à elle seule a pris un prêt de 52 milliards de liquidités dans les 3 derniers jours depuis mardi. Et attachez-vous bien, cela représente 22% de la valeur de la banque. JP Morgan, une des plus grosses banques du monde, n'est pas censée emprunter 22% de sa valeur boursière en 3 jours. Sauf si elle est sur le point de se casser la gueule. Et c'est qu'une seule des grandes banques concernées. Si la Fed injecte autant de liquidités, si elle balance des centaines de milliards de dollars comme ça gratuitement, c'est parce qu'il semblerait que les marchés bancaires soient asséchés, qu'il n'y a pas assez de cash qui circule. Sauf qu'ils sont assis sur une montagne de cash. Depuis 2008, pour essayer de relancer l'économie, les banques centrales du monde entier ont inondé le marché avec 6 000 milliards de dollars. 6 000 milliards de dollars, c'est un océan de dettes. Le truc que j'arrivais pas à comprendre, c'est que si les marchés croulent sous l'argent, comment est-ce que l'argent pouvait manquer? La raison, elle est criminelle. Depuis le 17 septembre, le cash ne circule plus parce que les grandes banques privées le gardent pour essayer de survivre aux bombes à retardement qu'elles ont dans leur bilan financier et à l'explosion des bulles qu'elles ont contribué à créer. Une banque peut normalement obtenir des liquidités en échange de ce qu'on appelle un collatéral. Collatéral, c'est par exemple, tu as besoin de 10 000 € cash maintenant pour finir ta journée. Ok, je te les file, mais en échange, tu me donnes les clés de ta BM. Et à la fin, quand tu auras fini complètement ta journée ou demain matin, tu me rendras les 10 000 € et je te rendrai les clés de la BM. La BM, c'est le collatéral. Maintenant, il y a un problème. Et c'est ça qui fait que tout est en train de se paralyser. C'est que la moitié des plus grandes entreprises qui sont cotées en bourse et qui sont réputées de qualité bonne sont en fait à un doigt d'être notées junk bond, d'être notées obligations pourries. Vous avez aujourd'hui plein d'entreprises qui devraient avoir déposé le bilan et qui, grâce à ces injections massives, grâce à cet argent qui coûtait rien, ont réussi à tenir jusqu'à maintenant. Mais en fait, c'est des boîtes qui sont mortes depuis déjà un moment. Résultat, les banques, lorsqu'elles essaient de trouver un collatéral, elles ont peur que ce soit une de ces entreprises complètement zombies qui ne survit que grâce à ce flot de fric gratuit en permanence. Le marché est genre dingue actuellement. On me reproche souvent de jamais donner de date, de dire ça depuis longtemps, mais je m'en fous, je continuerai à le dire. On n'est pas dans un régime normal, on a cassé l'économie. Ce qu'ont fait les banques centrales ont réellement cassé l'économie réelle et vous vivez dans l'illusion depuis 10 ans. Voilà, l'illusion que les choses sont reparties alors qu'elles sont absolument pas reparties et que tous les ans, on met du pognon sur la table, du faux pognon sur la table pour vous faire croire que les choses continuent. Mais
vous êtes mort déjà. On décide les soins palliatifs et donc on calme la douleur avec de la morphine, sauf que là, médicalement, eh bien la morphine, c'est évidemment les injections de monnaie. Et cerise sur le gâteau, nos banques ont perdu énormément de fric parce qu'elles avaient parié sur la baisse du coût du baril de pétrole. Or, depuis les bombardements des sites de production saoudiens, comment te dire, le machin a augmenté de 20% en un jour. Autant te dire qu'elles ont perdu mais des centaines de milliards de dollars. Et là, tout le monde, toutes les banques se regardent en chien de faïence en mode t'as perdu combien toi? Est-ce que je peux te faire confiance? Parce que moi j'ai perdu lourd. Ouh, j'ai perdu lourd. Mon petit doigt me dit qu'elle nous a injecté 270 milliards de dollars dans la semaine pour masquer un petit peu tout ça et éviter les gros problèmes. Je vais essayer de joindre Éric Toussaint qui a écrit l'article qui m'a donné à voir l'ampleur du problème. Ce qui est en train de se passer est la preuve qu'elles sont parfaitement conscientes de leur propre fragilité, et de la possibilité, voire probabilité d'un nouveau crash qui pourrait démarrer sur le marché des obligations ou bien sur les capitalisations boursières. Combien de temps ça peut durer comme ça? Parce que c'est quand même un peu dangereux d'injecter des liquidités. C'est hyper dangereux, bien sûr. C'est hyper dangereux? Bien sûr, ça augmente l'ampleur de la crise future, c'est absolument clair. Lorsque l'argent ne circule plus et que des centaines de milliards de dollars balancés chaque jour n'y changent rien, c'est ce qu'on appelle un credit crunch. Et le credit crunch, c'est un cercle vicieux qui n'a qu'une seule conclusion, le krach boursier. Or, 3 bulles spéculatives se sont développées grâce à cette politique monétaire. Ces bulles sont basées sur du rien, de l'air. D'ailleurs, rappelle-toi, j'en avais parlé dans la vidéo effondrement. Une bulle de l'endettement privé qui représente quand même 225% du PIB mondial. Une bulle de la cotation des actions qui sont très surévaluées. Et une bulle de la dette des étudiants états-uniens qui représente 1500 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de l'Espagne qui va imploser et laisser un grand merdier. La question n'est plus est-ce que ces bulles spéculatives vont exploser, mais bien quand est-ce qu'elles vont exploser. Mais est-ce que c'est si grave qu'une bulle explose? S'il y a un éclatement de bulles, les valeurs boursières peuvent s'effondrer de 20, de 30%. Cela peut produire des faillites en chaîne. Est-ce que un crash ou des difficultés sur la place boursière états-unienne actuellement pourrait provoquer quelque chose en Europe, avoir des conséquences jusqu'en France? Oui, c'est évident. La politique de la Banque centrale européenne est une politique, d'injection permanente. Injecter systématiquement des liquidités renforce les bulles. La situation en Europe est aussi tout à fait préoccupante. Mais si les faits sont là, que pourquoi personne ou presque n'en parle? Mais parce que personne ne veut dire « le roi est mort ». Tant que tu le dis pas, ça n'existe pas. Et puis surtout, les criminels, ils sont très bons pour effacer les preuves. Les banques et les institutions coupables guident les regards pour indiquer surtout les résultats du marché boursier qui va de record en record. Attention, alors jamais vu. Rassurez-vous mes bonnes gens, 14 milliardaires français se sont enrichis de 78 milliards en 3 mois en ce début d'année 2019. C'est une augmentation de leur fortune de plus 34%. C'est tout bénef, c'est tout gagné, merci à tous, c'est super. Les traders ont l'habitude de dire, tant que la musique joue, tout le monde danse. Ce que je viens de décrire comme mécanisme de la bourse, c'est vraiment le crescendo final avant le grand effondrement de la finance mondiale. Voilà donc ce qui se prépare. Le krach boursier arrive, je ne sais pas quand. Mais ce que je sais, c'est qu'une bonne partie des banques françaises sont menacées de faillite. Et ces messieurs les banquiers vont aller à Bercy, toquer à la porte du bureau et dire « Voilà, nous aimerions que vous renflouez nos pertes. » Parce que voilà comment ça se passe. On a privatisé les profits, maintenant il faut socialiser les pertes. Nous allons avoir besoin, comme nous sommes des banques trop grosses pour faire faillite, que vous nous rachetiez nos pertes avec de l'argent public. Et l'État, partenaire dans ce crime patiemment construit depuis 2008, va signer. Absolument, monsieur. Parce que finalement, ça ne le dérange pas trop cette histoire. Sauf que ça va faire exploser la dette publique. Et là, c'est sale. Laissez passer quelques mois, le temps que ça se tasse. L'État sera alors asphyxié sous la dette et ira toquer à la porte de ces mêmes banquiers en demandant des prêts pour relancer la croissance. Et eux diront non, car votre dette est trop importante. Alors l'État se tournera vers nous et dira « Français, Françaises, il nous faut réduire la dette. Et pour ça, on va tout vendre. On va vendre le service public, on va vendre la santé, l'éducation, on va même vendre, allez, pourquoi pas, le service d'ordre. Il faut tout vendre. » Et les banquiers gagneront de l'argent là-dessus puisque les banques ont le monopole du prêt aux États
dans la mesure où le traité de Maastricht interdit aux États de se financer auprès de leur propre banque centrale ou de la Banque centrale européenne. Tout vendre aux banques pour renflouer une dette elle-même créée pour renflouer les banques. Ce système est plus qu'injuste, il est criminel. Mais il existe une alternative et elle demande du courage. Refuser de renflouer les banques. Lorsque ces messieurs iront négocier à Bercy, nous en ferons le siège. On le prendra et on exigera que notre épargne soit garantie malgré leur faillite. Lorsque les banques essaieront de vous expulser de chez vous parce que vous ne pouvez plus payer votre loyer, on sera 50 à se pointer, à empêcher l'expulsion, comme ils ont pu le faire en Espagne avec le collectif LAPA. Est-ce que vous avez des conseils de quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse? Il faut refuser qu'on renfloue ces banques. Il faut pour moi socialiser le système bancaire. Le métier du crédit, de l'épargne et des assurances est trop sérieux pour le confier à des banquiers capitalistes qui cherchent leur profit immédiat en prenant tous les risques possibles et imaginables du moment qu'à courte vue, ça leur permet de s'enrichir. Et donc, il faudrait que les activités de banque fonctionnent dans un cadre d'un service public sous contrôle citoyen. Pour obtenir ça, ça demande une prise de conscience du rôle néfaste du système bancaire privé tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ce système financier et monétaire repose sur absolument rien, si ce n'est la confiance, le crédit qu'on lui donne. Jusqu'au jour où ne serait-ce que 20% de la population réalise que les dettes ne seront pas remboursées, que les pensions ne seront pas payées, qu'on ne sortira plus de la stagflation ou des récessions, que les politiciens ont été au mieux complices, au pire soumis dans ce crime. Et à ce moment-là, avec beaucoup de courage, on pourra tout changer. Quelles seraient les conséquences sur les gens qui ont juste un petit compte d'épargne dans leur banque? C'est tout à fait possible pour un État qui décide de ne pas renflouer les banques privées et de les mettre donc sous statut public. C'est parfaitement possible de garantir les dépôts des épargnants. Mais c'est super, alors on n'a même pas à avoir peur de ne pas les renflouer. Si on ne saisit pas ce moment décisif, si on ne prend pas ce tournant radical vers la justice sociale, la crise va se prolonger pendant des années encore. La brèche, c'est quand le discours commun ne tient plus, lorsqu'on n'accepte plus d'être les dindons d'une farce qui a trop duré, lorsqu'on arrive à imaginer que ce système économique peut et doit s'effondrer. Je m'apprête à appeler Raphaël Stevens, qui est un des co-auteurs de Comment tout peut s'effondrer et qui est particulièrement au fait des dernières nouvelles de la finance mondiale. La réaction première des gens lorsque je leur parle de la situation financière, c'est attends, mais du coup, je fais quoi avec mon argent? Toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De dépenser évidemment l'argent qu'ils ont parce que cet argent ne vaudra peut-être plus rien demain. Donc de se dépenser dans quelque chose qui fait sens pour la transition, pour l'effondrement. De la pierre, du bois ou de l'eau? De la pierre, du bois, de l'eau et prendre soin, quoi. Simplement de l'argent qui te sert à prendre soin des uns et des autres, à mettre en place des mécanismes, des low-tech par exemple, qui vont nous permettre de prendre soin des uns et des autres. Bon, j'imagine que certains d'entre vous ont un peu paniqué en découvrant l'ampleur du problème. Ça a été totalement mon cas et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo en urgence. Et je sais, vous n'êtes pas prêts, je suis pas prêt et en fait, on sera probablement jamais prêt. Mais cette crise économique, ce crash financier, c'est peut-être la meilleure occasion qu'on a d'être dos au mur, d'être forcé quelque part à essayer sincèrement de changer le système. Parce que là, le vivant est en train de crever parce que cette machine continue de tourner. Et ça, on ne le ressent pas. Ce qu'on va ressentir, c'est ce qui se passe dans notre compte en banque. Alors quelque part, essayer de faire face à une crise économique pour peut-être préserver ce qui est encore vivant sur cette terre, est-ce que le jeu en vaut pas la chandelle? Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Travailler dessus m'a en partie privé du sommeil, mais je considérais vraiment essentiel que tu saches le plus tôt possible de quoi il en retourne pour que tu puisses faire tes propres choix. Si tu en as les moyens, n'hésite pas à nous soutenir sur notre Tipeee, c'est ce qui garantit notre indépendance et nous donne aussi le courage de traiter des sujets aussi complexes et déterminants que celui-ci pour l'avenir de l'humanité.